Nous allons d'abord parler de l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de l'ancien Zaïre. On va également parler de la CEDEAO et surtout analyser les propos de son président en exercice, Umaru Sissoko Embalo. Il n'y aura pas de sanctions même si l'ultimatum au niveau du Mali n'est pas respecté. Puis en Tanzanie, l'opposition a reçu la permission de reprendre ces mobilisations, cette permission issue de la présidente du pays. Et puis on termine comme de coutume par le Togo en parlant de cette visite du président Faure Essonzina Gnassingbé au Mali. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour. Robert Kossigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Ourosama, juriste de formation, homme politique du PDP. On a également un autre homme politique, lui, il est le trésorier général adjoint du NET. Le NET, c'est le nouvel engagement togolais. Il s'appelle Efabo Komlan. On va les saluer. On commence par le président. Robert Kossigan, côté, bonjour. Vous allez bien? Bonne année. Bonjour Michel, bonne année surtout à vous, à Niwa TV. Bonne année à tous les hommes de médias qui sont peut-être ceux qui se battent beaucoup pour le traitement des informations et puis l'éducation de la masse, mais qui sont peut-être très marginalisés ou oubliés pour cette année. Que Dieu touche le cœur de nos gouvernants pour qu'ils puissent faire clin d'œil à tous les hommes des médias pour améliorer d'abord tout ce qui concerne alors leur travail. Je voudrais aussi souhaiter une très bonne et heureuse année à tous nos gouvernants, en commençant par le chef de l'État, à l'armée, à tous les corps socio-professionnels. Je n'oublie pas ceux de la santé, ceux du ministère de l'Éducation nationale, et tout le monde, les artisans, les faibles, les pauvres. Que Dieu change l'histoire de tout le monde en positivité cette année, qu'il y ait la paix au Togo, que le Togo soit épargné par ces histoires de terrorisme et que vivement les Togolais, alors comme un seul homme uni, s'articule autour du développement du Togo et que Dieu soit avec nous. Vous allez bien, Ashraf Osama, bonne année à vous. Oui, merci Monsieur Michel. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je crois que les débats républicains participent à l'édifice démocratique de notre pays. Et moi, j'aimerais aussi présenter mes voeux à toute la population togolaise, à tous les corps de métier. N'oubliez pas que le PDP a présenté ses voeux. Et je crois que dans notre allocution, nous soulignons que les Togolais feront en 2023 que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, que tout le monde fasse vraiment preuve de sens aigu de l'intérêt général, parce que sans l'intérêt général, nous ne pouvons pas construire notre pays. Donc, nous présentons vraiment nos voeux à toute la population togolaise et nous espérons vivement que les années à venir seront mieux que celles qu'on a connues auparavant. Donc, nous avons un idéal commun, la construction d'un pays, d'un Togo prospère, et nous en avons besoin pour léguer notre héritage à la postérité. Vous allez bien, Fabou Komlan, c'est notre première fois de vous accueillir sur ce plateau de Regard Croisé et c'est un plaisir. Bonne année à vous. Merci, bonne année à Samuel. Bonne année à toute la population togolaise, surtout la jeunesse togolaise qui ne cesse de se chercher jour et nuit. Bonne année également à tous les membres du Bureau national du net, à son président, M. Djeri Tama, qui actuellement est en train d'œuvrer pour que nous puissions avoir des meilleures conditions de vie dans notre pays cher, le Togo. Je salue également les militants du nouvel engagement togolais. Et puis, mes pensées vont également aux soldats qui sont actuellement au front pour la défense de notre territoire. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous devons les soutenir dans leur action. Oui, mais Monsieur Michel, je suis, pour vous dire, extrêmement ravi d'avoir mon collègue. N'oubliez pas que le PDP et le NET forment un groupe parlementaire
et c'est les partis centristes du pays. Nous pensons qu'il y a une alternative crédible dans ce pays entre ce qu'on appelle les conservateurs et les radicaux souvent. Il y a un chemin également à se faire, donc le PDP et le NET sont des partis centristes. Nous avons un projet de société. C'est vrai, on peut avoir des désaccords en interne, mais nous portons des projets ensemble pour la construction de ce pays. Allez, on commence donc par la République démocratique du Congo et on va parler surtout de l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de ce pays. Robert Kosiga, en côté, on commence par vous. Les rebelles nous avaient dit qu'il y a eu repli. Ce n'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Dans l'est de ce pays, comme on l'a déjà vu, les rebelles avancent, nonobstant les médiations portées par la communauté sous-régionale. Entre-temps, c'était l'Angola, et puis c'est le Kenya et son ancien président Uhuru Kenyatta. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous savez, l'armée congolaise l'a dit, que c'est du leurre, ce que le M23 a déclaré la fois dernière. Il devrait normalement quitter alors une partie, je crois, à l'est du Congo. Il devait passer la main, il devait libérer le camp. Mais justement que c'est vrai, ils ont libéré le camp là, qu'ils n'utilisaient même pas. C'était comme une chasse gardée. Et donc, ils ont repris. Alors, ils se sont repliés vers l'ouest, alors s'approchant plus même de Goma. Alors, ce qui voudrait dire que l'armée congolaise est dans un état de faiblesse qui n'arrive pas à donner la riposte qu'il faut pour chasser alors le M23 sur son territoire. Il y a aussi cette affaire de l'EAEC que je ne comprends pas, qui, je pense, n'a pas qui est mieux finalement, elle n'a pas d'influence. Oui, il n'a pas d'influence ou n'influence en rien le M23 et le Rwanda. Et je crois que c'est toute une hypocrisie que nous vivons dans cette affaire. Parce que, si nous prenons la MONUSCO qui est déployée depuis la nuit des temps au Congo et qui n'arrive pas à régler ce problème. Et le Kagame aussi qui dit que non, c'est un problème que les Congolais même ont trop mis du temps pour régler. Qu'en principe, on ne doit plus parler de ce problème. Il a fait ce que lui pouvait faire. Il les a envoyés se parler là-bas à Kinshasa. Ils ont laissé alors ceux qui étaient envoyés dans des hôtels jusqu'à ce qu'eux-mêmes ne quittent alors la conférence qui n'a pas pu avoir pour lieu. vous, le flou persiste toujours. Le flou persiste toujours. Et moi, je vois aussi la main de l'Occident qui ne permet pas, au fait, un règlement efficace de ce problème. Donc, il revient aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas une chose, Tshisekedi ne peut pas aujourd'hui faire la loi à Kagame, parce que Kagame a participé fortement alors à son choix. Ah oui, à son choix. Il s'est appuyé sur Kagame pour que Kabila lui passe la main. Il y a aussi ça. Donc, il a mis du temps pour se réveiller. Mais ça dit... Peut-être que c'est lié à un accord qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi n'arrive pas à respecter. Je vous l'ai dit que cet accord provenait d'abord du père Kabila, qui a demandé, Laurent Désiré Kabila, qui a demandé le soutien des Rwandais pour chasser Mobutu du pouvoir. Et donc, il leur a laissé le couloir là pour exploitation. Et puis, aujourd'hui, je crois que Tshisekedi aussi en a eu quelque chose dedans. Maintenant, c'est le Congo, les Congolais qui perdent. Si vous voyez Martin Fayoulou et cette déclaration de la fois dernière là, il a dit si les élections ont été transparentes et que la partie qui a gagné a été alors la partie élue a été déclarée gagnée, lui aussi, peut-être que parce qu'il estime que c'est lui qui a gagné les élections. Oui, peut-être que dans cette veine les choses pourraient changer parce que les accords engagent les signataires. Aujourd'hui, Tshisekedi a la main liée dans ce problème-là. Et puis, qu'est-ce que les Congolais, ce n'est pas seulement Goma. Il y a autre partie du Congo qui sont entre les mains des étrangers. Ils sont aidés par les Ougandais, mais ce n'est pas cela. Mais c'est aussi ça. Aujourd'hui, le Congolais manque d'infrastructures routières. Parfois, quand vous voyez sur les réseaux sociaux les voies inter-villages, inter-villes, et puis les avions d'autres siècles qui transportent des gens d'une ville à une autre et qui tombent comme des petits oiseaux. Tout ça, là, faut que je me dis, est-ce que les politiques congolais même arrivent à penser à l'intérêt général?
unilatéral. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, je dis, c'est le manque d'engagement. Et puis, nous n'avons pas vu ça chez celui qu'on a décrit comme dictateur. Vous voulez parler de Joseph Kabila? Non, de Mobutu Sese Seko. Mm. Mobutu Sese Seko. Quoi qu'on dise de cette personnalité-là, il n'a pas toléré de ces choses. Aujourd'hui, que font les gens? Est-ce qu'il faut toujours s'appuyer sur le Rwanda pour prendre le pouvoir au Congo et laisser alors une partie très riche du Congo à ces gens-là? C'est ça le problème. Pourquoi aujourd'hui personne n'arrive à dire à Kagame la vérité? Quitte là-bas. C'est parce qu'il y a des anguilles sous roche. Et par Kagame, et les Occidentaux aussi en profitent. C'est là le problème. Alors, les Occidentaux, justement, Achraf Ourosama, vous êtes politique. Récemment, on a écouté Emmanuel Macron, c'est-à-dire la France qui a ouvertement dit à Kagame de cesser de soutenir ces rebelles du M23. D'ailleurs, les États-Unis ont également l'ont dit. Alors, président Akoité a parlé des Occidentaux. Selon vous, c'est qui les Occidentaux finalement? Oui, mais il parle des Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux de manière générale, on veut parler du bloc ouest-européen et les États-Unis. Quand on sait très bien que le bloc ouest-européen est sous tutelle même des États-Unis, parce que la France, l'Allemagne, le Portugal ou l'Espagne n'ont pas souvent des opinions divergentes des États-Unis. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, certes, on peut dénoncer une certaine intrusion extérieure dans ce conflit, mais moi je trouve que c'est concevoir le problème sous le prisme de la facilité, parce qu'on ne peut pas exonérer les politiques qui ont géré le contentieux congolais depuis des années. Politiques africains, vous le dites. Africains, que ce soit les politiques individuellement et les institutions également sous-régionales qui ont essayé de régler le contentieux depuis des années. Les Nations Unies ont essayé également de régler, de pacifier ce pays avec les forces onusiennes, quand on sait très bien qu'ils ont une prérogative d'interposition et qu'ils ne peuvent, c'est-à-dire leur mandat est extrêmement limité. Je veux parler de leur prérogative. Maintenant, pour revenir au M23, oui, mais aujourd'hui, ces rebelles-là continuent d'avancer. On dit qu'ils ne sont même pas loin actuellement, ils ne sont pas loin du Nord Kivu, qui est la capitale de Goma. On parle de 188 000 Congolais aujourd'hui qui se déplacent, qui n'ont pas d'abri. Bref, il y a un naufrage humanitaire qui ne dit pas son nom, d'où une réponse urgente à cette affaire. Moi, je crois que ce qu'il faut dénoncer dans cette affaire, c'est que quand vous avez une convention ou bien un mémorandum qui est signé par des partis sous l'égide d'une institution sous-régionale, il faut faire extrêmement attention et il faut faire l'effort. Vous vous adressez à qui finalement? Au Rwanda? Non, je veux parler du Congo et du M23. Ouais. Et donc, on a deux entités. Au fait, en droit international, c'est qu'il y a un rapport de nature qu'il faut relever. C'est-à-dire, vous avez une partie qui est un État et l'autre partie qui est une partie qui est non étatique. Ouais. Et donc, les rapports sont extrêmement difficiles à déterminer. Donc, le M23, pour moi, ce sont des anarchistes. Ce sont des gens qui ne comprennent que le langage de la guerre, de la force, le langage de la force. Peu importe l'accord entre l'État congolais et ses rebelles, je crois qu'ils contrôlent. Parce qu'il y a quand même des vérités que les gens ne disent pas. Il y a des récriminations de toute force. Quand vous avez le Congo qui reproche au Rwanda de soutenir le M23. Vous avez également le Rwanda qui reproche au Congo également de combattre auprès de ce qu'on appelle les forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont constituées de quoi? Des Hutus, qui sont constitués des anciens génocidaires, donc qui sont aussi dans... Et qui s'opposent, si on peut le dire, à la gouvernance de Paul Kagame. Qui s'opposent également à la gouvernance de Paul Kagame. Donc vous avez un certain nombre de non-dits dans cette affaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour régler ce contentieux de manière pérenne, c'est-à-dire il faut une démarche inclusive des choses, c'est-à-dire que même les forces de libération du Rwanda également doivent être impliquées et contraindre les M23 de respecter les dispositions du mémorandum signé sous l'égide de l'institution sous-régionale. Donc, certes, il peut y avoir
des forces onusiennes, comme je l'ai dit, ils ont une prérogative limitée, mais il appartient aujourd'hui à l'institution sous-régionale de s'impliquer. Je ne dis pas qu'ils s'impliquent, mais de s'impliquer encore davantage. Aujourd'hui, parce qu'on dénonce une certaine apathie de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le EAC également est mis en cause. Et quel est le but d'une institution? On a l'impression que la CEDEAO fait mieux. Fait mieux. Donc, quel est le but ou la finalité d'une institution sous-régionale dans une crise de cette nature? C'est de trouver des mesures urgentes pour régler ce contentieux de manière pérenne. Mais actuellement, l'EAC a vraiment du pain sur la planche. Ils éprouvent des difficultés à trouver des solutions pérennes à cette crise. Et Fabou Komlan, selon vous, qu'est-ce qui peut contraindre ces rebelles du M23 à se replier complètement? Il parle de l'implication de l'institution sous-régionale. On a vu l'Angola et son président Joao Lorenzo. Récemment, on a vu l'ancien président Kenya même, Uhuru Kenyatta, qui a signé un accord entre les partis, mais visiblement, le M23 ne respecte absolument rien. Moi, je pense qu'il faut essayer de rapprocher ou bien de savoir, à comprendre la motivation de ces groupes rebelles, d'abord, et à discuter avec eux. Parce qu'il s'agit de conflits qui n'ont pas de son sens et qui ne fait que traîner l'activité ou bien la vie des Congolais. Donc il faudrait les appeler et les écouter pour une fois de bon. Pour le moment, c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi refuse de faire. Vous pensez que c'est là où il faut véritablement? Oui, parce que c'est dans son pays que le problème se pose. Il doit chercher coûte que coûte tous les moyens pour pouvoir régler ce problème-là. C'est sur son territoire que le problème-là se pose. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir régler ce problème, Robert Kossigan? On a vu à maintes reprises, en une minute, on a vu à maintes reprises le président refuser catégoriquement de discuter avec le M23. Non, vous savez, c'est parce que le président Antoine Tshisekedi est acculé par deux facteurs aujourd'hui. Il veut se représenter, il y a un. Et puis l'Union sacrée qui le soutient a des problèmes aujourd'hui. Oui, et ce n'est plus homogène. Et puis il sort carrément de l'accord signé avec Kabila. Or, il a été soutenu par le président rwandais. Qui nous souviennent tous que sa première sortie était sur le Rwanda. Oui, oui. C'était pour aller remercier. Maintenant, les Congolais savent aujourd'hui que leur mal vient aussi du Rwanda. Donc, il est échelé. Et il s'en prend. C'est de la politique qu'il fait. Il s'en prend ouvertement sur les chaînes et un peu partout à Paul Kagame, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que est-ce qu'il va au fond? Est-ce qu'il est vrai dans ce qu'il fait? Non, pas du tout. C'est comme la main qui t'a apporté, qui t'a amené à un degré supérieur, tu ne peux pas tout de suite bondre la main. C'est aussi ça. Ça a constitué la faiblesse de Kabila, qui lui a passé aussi la main, parce que c'est son papa qui a permis ça. Oui. Non seulement qu'il y avait une histoire qui avait fait rentrer ces gens-là sur le territoire congolais, qui est resté, et personne ne veut toucher à ce problème. Et après, on s'est appuyé sur eux pour chasser Mobutu. Ça fait deuxième chose. Et les contreparties. C'est ça, il y a aussi ça. Pourquoi moi je parle entre-temps de l'Occident? Vous croyez que l'Occident ne passe pas par le Rwanda aussi pour tirer son épingle du jeu? D'autant plus qu'aujourd'hui, le Congo, tout le territoire congolais est pris en étau par ces étrangers qui viennent alors prendre le sous-sol, faire les extractions qu'ils veulent. Et avec la corruption de ces gouverneurs un peu partout, le Congo ne profite pas de ses biens. Donc aujourd'hui, Antoine Tshisekedi ne joue pas le rôle souverain qu'il doit jouer. Sinon, comme le dit l'autre, c'est un problème qui doit l'amener à écouter alors toutes les parties et prendre le juste milieu, ne serait-ce que pour faire revenir la paix et régler alors avec le temps tout ce problème-là. On va voir en deuxième partie ce qui empêche le président Félix Antoine Tshisekedi de discuter avec les rebelles du M23 et comment trouver des solutions à cette crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. On marque juste une petite pause.